Christophe, bonjour. Je suis super Bonjour. content qu'on passe ce petit moment ensemble. On s'est rencontrés, je sais pas, il y a un an, peut-être un peu plus. En fait, tu étais l'heureux acheteur d'un de mes livres, donc j'en ai trouvé un, KO Mode d'emploi. Et tu m'avais contacté, pour des raisons dont on va parler aujourd'hui. Je crois que c'était d'organiser le premier meet-up autour du Chaos Engineering, où tu as eu l'occasion et la gentillesse de m'inviter, où je suis allé. Moi, je suis super excité de te rencontrer aujourd'hui parce que je pense que tu es incontestablement en France et probablement dans le monde à la fois un des experts du Chaos Engineering, mais pas que théoriquement. C'est-à-dire que tu as mis en place un certain nombre de choses et puis aussi parce que tu vis, tu mets en place, tu expérimentes des choses dont je parle beaucoup, qu'on appelle ça l'entreprise agile. Tu vas peut-être même nous parler de tes idées d'expérimentation d'entreprise fractale. Alors en deux mots, peut-être dis-moi qui tu es, d'où tu viens, comment t'en es arrivé là. Bien, ravi, effectivement, c'était en octobre 2017, ainsi qu'on s'est rencontrés pour le premier meet-up de Chaos Engineering. Donc Christophe Rochol, je suis tombé tout petit dans la qualité et la sûreté de fonctionnement dans mes études, parce que c'était le côté transverse, la vue d'ensemble, prise de recul. Mais par contre, je suis tombé aussi tout petit dedans, c'est pas la qualité au sens contrôle, au sens je viens avec ma casquette et je te dis c'est bien ou c'est pas bien, mais plutôt sur comment on améliore la qualité. Ce qui m'a toujours animé, c'est pas juste de constater, c'est comment on travaille au quotidien l'amélioration continue. C'est le cœur de mon parcours et que j'ai fait sous différentes formes. Donc, ça a été beaucoup dans le test logiciel, mais après dans les pratiques de développement logiciel, le début de l'agilité dans les années 2008-2009, où j'ai commencé à en entendre parler et à me dire tiens, c'est une bonne façon de faire. Et c'était nouveau à l'époque. Voilà, et c'est une façon de faire la qualité qui correspond à mes valeurs d'amélioration et d'objectifs et pas de points de contrôle. Et je l'ai mis en place avec des amis à moi chez Vente Privée, parce que j'étais chez Vente Privée avant d'être chez USNCF. On a démarré des premières expérimentations agiles. Donc c'était vraiment quand même pour dire que t'es quand même passé par deux des principaux sites online français. Exactement. Ça doit être deux parmi les 5 plus gros, quelque chose comme ça. USNCF a été longtemps le premier. Le premier. Et Vente Privée est dans le top 5, il est entre 5e et 6e, suivant Tout ça pour dire que tu sais un petit peu de quoi tu parles. Oui. C'est un terrain de jeu qui n'est pas anecdotique. C'est un terrain de jeu à fort trafic. J'ai commencé aussi 2013 sur des sujets de DevOps. Donc DevOps, l'agilité, c'est vraiment rapprocher les métiers des équipes de développement, de conception logicielle, plutôt que faire des projets de 18 mois où il y a quelqu'un qui écrit une grosse doc de 180 pages qui suit tout un parcours dans ce qu'on appelle le cycle en V, et à la fin on a un produit logiciel 18 mois plus tard qui ne correspond pas aux attentes parce que le marché a évolué, le métier a évolué, tout a évolué, donc ce sont que des cycles où tout le monde est frustré, à un monde agile où on se parle, on se fait des sprints de 2 semaines, des petits incréments, et du coup ça va plus vite. Et après est arrivé le monde d'aventure DevOps, où c'était bien de rapprocher le métier et les devs pour faire des applications, des incréments réguliers. Mais si ces incréments réguliers, que le métier dit ok c'est génial, je le veux en prod, et qu'il nous faut 2 mois pour mettre en prod, toute l'agilité qu'on a eue d'un côté, on la reperdait de l'autre. Donc là, la démarche DevOps est arrivée, j'ai commencé aussi à la mettre en place chez Vente Privée sur comment agilifier en fait toute la chaîne. Et voire même, pour aller plus loin, on parle de lean en fait, c'est comment on fait en sorte que toute la proposition de valeur, entre l'idée et la mise à disposition de la proposition de la valeur, et le recueil de feedback est le plus fluide possible. Et tout ça, c'est ce que j'ai mis en place avec d'autres, pas tout seul, jamais tout seul pour ce genre de transformation chez Vente Privée. J'ai continué à la mettre ici en place chez Voyez SNCF, avant que ça s'appelle USNCF l'année dernière. L'idée étant, pareil, d'améliorer toute la fluidité du parcours entre l'idée et la mise à disposition de valeur. Toutes ces démarches-là, l'agilité plus DevOps, ça a entraîné quoi? Ça a entraîné effectivement plus d'évolution fréquente, une amélioration de la qualité parce que les incréments étaient plus petits. Mais c'était des incréments de petits au niveau d'une équipe, une qualité au niveau d'une équipe. Et l'accélération, où on était à 4 fois par an en 2012, aujourd'hui on est 1 à 2 fois par jour, rien que pour le site USNCF, de modification. Mais si on prend l'ensemble des applications qui sont développées chez nous, on a 60 équipes. En fait, tous les jours, on a plus d'une dizaine de mises en production, d'évolution sur une de nos applications. Donc énormément d'instabilité, énormément de challenges, énormément de nouveautés. Et arrive d'autres choses, donc ça amène des modifications en permanence,
À côté de ça, on va rajouter des notions qu'on appelle les microservices, qui aident justement à développer plus vite, parce qu'au mieux de faire un gros monobloc qui répond à tout, on fait plein de petits services qu'on peut réutiliser aussi bien sur le site web que sur l'application mobile, mais aussi avec un partenaire. Donc on a aussi diminué l'incrément, la taille de ce qu'on mettait en production. Donc là où on avait un monobloc, on va se retrouver avec 10 features qui elles-mêmes appellent des centaines et des centaines de microservices. Donc la complexité a augmenté. Parce que, évidemment, chaque composant est appelé par plusieurs autres composants. On a des chaînes d'appels. Donc la complexité du système, de ce qu'on avait avant un 3 tiers, une base de données, un serveur d'application, un serveur web, aujourd'hui, on commence à avoir plein d'appels dans tous les sens. Donc, je crois que c'est le point qui, moi, me marque le plus, même pour quelqu'un qui ne comprend rien à ce dont on va discuter aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu as atteint dans ton métier, enfin le métier a atteint un niveau de complexité que non seulement n'avait pas ce métier il y a 10 ans, mais qu'aucun métier probablement n'avait il y a 10 ans. Donc on a un niveau de complexité incroyable. Quand je disais que c'est un des sites online les plus gros, ça veut dire que c'est un niveau de complexité sur quelque chose de très gros. C'est ça pour moi les deux points qui me frappent le plus quand je t'écoute. Et il y a encore d'autres facteurs de complexité qui se rajoutent. On commence à voir apparaître tout ce qui s'appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des comportements des logiciels qui sont fortement dépendants des réactions des utilisateurs. Donc au niveau des tests, c'est balbutiant. Au niveau des comportements de ces logiciels, de ces bots, on est en apprentissage. Donc ça rajoute aussi un niveau de complexité, parce que là, c'est plus juste de l'interaction homme-machine par des boutons où on maîtrise globalement les boutons et les actions. Là, on est sur du langage naturel qui est interprété et qui génère des actions. Donc le champ des possibles est lui aussi complexe. Donc la complexité, en fait, elle ne fait qu'augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour prospérer dans ce monde plus complexe que moi j'aurais envie d'appeler chaotique aussi? Qu'est-ce qu'on fait pour prospérer, pour que ça ne se plante pas, qu'il y ait plus d'émergence que d'effondrement? C'est quoi tes conseils et qu'est-ce que tu as appris de ce que tu as mis en place? Alors, en fait, ce qui est pas mal ressorti de tout ça, c'est qu'on on peut plus, est-ce qu'on a déjà pu d'ailleurs, anticiper. Prévoir, on ne peut pas anticiper. Donc, plutôt qu'être dans un mode anticipé, il faut apprendre à réagir plus vite, apprendre à détecter plus rapidement les faiblesses, à les diagnostiquer, les analyser rapidement pour pouvoir y répondre. En fait, c'est tout ce cycle de détection. Donc, on ne peut pas prévoir, on cherche à détecter plus rapidement pour pouvoir aussi diagnostiquer plus rapidement et réagir plus rapidement. C'est vraiment ça le cœur, parce que il y a des dépendances même avec des systèmes de paiement externes, des inventaires de la Deutsche Bahn. C'est infini. On parle de chaos engineering, on va y venir, des dark weakness, des faiblesses cachées, des faiblesses noires, comme la matière noire. Des dark weakness. Comme la matière noire. Où on des faiblesses noires. On ne détecte pas la matière noire, on détecte les effets de la matière noire. Et là, c'est pareil, en fait. On va, à partir des effets, essayer de détecter quelles sont nos faiblesses cachées. Alors c'est marrant parce que je discutais avec un responsable dans une grosse banque de trading, de dérivés, trucs comme ça, et il me disait à peu près la même chose que tu es en train de me dire. C'est-à-dire qu'il dit qu'avant, on pouvait analyser, quoi. Bon, le responsable de la Fed aux États-Unis a dit ça, et donc ça entraînait ça. Et donc le coup d'après, on pouvait l'anticiper. Il dit, mais aujourd'hui, tu peux rien connecter, quoi. Donc tu es obligé, donc je trouve ça assez intéressant que ce dont on parle, ça va s'appliquer à plein de domaines. Exactement. Et ça a plein d'effets de bord. Un des premiers effets de bord, il y a un terme qui est en train d'émerger, qui est à la fois vieux mais qui est en train de ressortir, qui s'appelle l'observabilité. Alors raconte-moi ça, je ne connais pas. En fait, dans l'informatique traditionnelle, on faisait ce qu'on appelle de la surveillance, on faisait du monitoring, c'est-à-dire on met des sondes sur plusieurs sujets, sur la consommation de la mémoire, la consommation de CPU d'un ordinateur, et puis si jamais ça dépasse tel pourcent, on va déclencher une alerte. Ou dans une application, ah tiens, j'ai plein d'erreurs, ça va déclencher une alerte. Mais du coup, c'était des erreurs qui étaient préparées, qui étaient anticipées. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans son code... S'il se passe ça, on fait ça. Exactement. Et en fait, avec cette complexité, c'est plus possible. Donc on passe d'un mode où avant on écrivait des messages sur des erreurs, à un mode où on va enregistrer l'ensemble des événements qui se passent pour pouvoir analyser la masse des événements et qu'en cas d'incident, plutôt qu'aller regarder des erreurs qu'on a prévues, à regarder l'ensemble des événements pour comprendre ce qui s'est passé. C'est ça l'observabilité. On passe d'un mode push d'informations à un mode on met tout à disposition
Et quand on veut analyser, on devient en capacité d'observer, plutôt qu'en mode surveillance. C'est vraiment un changement de paradigme, quoi. C'est plutôt que de prévoir toutes les erreurs possibles, et donc mettre le code qui va permettre d'envoyer une bon message d'erreur, c'est tracer 100% des événements pour pouvoir analyser. Là on dit on ne peut plus prévoir, on va plus surveiller, c'est peut-être pas le bon mot, justement, plus observer. Observer, c'est vraiment plus observer. Ça. C'est qu'on ne log plus des erreurs, on log des événements. C'est-à-dire tout ce qui se passe, un clic, un appel à un service, tout est centralisé en termes d'événements. Une sorte de traçabilité, pas infinie, mais gigantesque. Parce qu'on ne peut plus, en fait, tracer des erreurs prévues n'est plus suffisant. Donc là, on va tracer l'ensemble des événements pour être en mesure d'analyser, de diagnostiquer. Donc on observe beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est ton premier conseil. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est on s'entraîne. On s'entraîne. Alors, comment on s'entraîne? Une des toutes premières pratiques du Chaos Engineering, c'est en 2004. C'est Jess Robbins, chez Amazon, qui s'appelait Master of Disaster. Nom très très bien choisi, moi je suis assez fan. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était chez Amazon, dans la partie technique, mais c'est aussi un pompier volontaire. Ah oui. Et à un moment, il dit, mais moi, avec mes pompiers, on fait des simulations d'incendie pour s'entraîner. Pourquoi en informatique, on ne fait pas des simulations de panne pour entraîner nos équipes à les détecter, à les diagnostiquer et y répondre? Et donc, c'est lui qui a lancé les premiers Game Day. Game Day, donc journée de jeu. Et le principe d'un Game Day, c'est vraiment, on simule une panne qui pourrait arriver, on voit comment les équipes réagissent, comment elles détectent, comment elles diagnostiquent, et comment elles y répondent. Donc nous, on l'a mis en place. On a mis ça en place, on a appelé ça... Attends, je résume pour moi pour vérifier que j'ai bien compris. Donc ça veut dire, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas, c'est genre tu fous la merde volontairement. Volontairement pour regarder ce qui se passe. Exactement. Est-ce que je pourrais aussi prendre la comparaison, parce que je crois que je t'avais entendu la prendre une fois, c'est je teste mon système immunitaire. Je me mets un petit virus, truc, quoi, et on va y revenir. C'est pas un truc qui est censé tuer non plus. Exactement. Mais un petit virus, et je regarde comment le système immunitaire réagit bien ou pas. Exactement. Donc, les game day, malgré tout, le système qu'on observe, c'est les êtres humains, les process. Donc on ne joue pas obligatoirement sur la partie production, puisque notre fonctionnement aujourd'hui, notre production, c'est à la fois nos systèmes informatiques, mais aussi le système humain. Parce que quand il y a une panne, tout n'est pas résolu par l'informatique, c'est beaucoup les humains qui interviennent. Oui. Donc le Game Day, c'est vraiment de tester le système des personnes et d'interaction des personnes, des process, etc. C'est tester l'ensemble, quoi. Le homme, machine, l'interaction entre les deux. Et donc pour ça, on n'a pas besoin d'être en production. Je parlais tout à l'heure d'un autre exercice qui lui est en production, parce que lui, là, c'est important. Et donc cet exercice, nous on a appelé les Day of Chaos. J'aime bien le terme qui parle. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans le Chaos Engineering, il y a beaucoup de marketing. Le terme chaos, au-delà de traiter de la complexité, c'est qu'il frappe, c'est qu'il interpelle, et ça nous permet d'en parler. Et donc l'idée des Day of Chaos, c'est pendant une demi-journée, on va simuler des pannes. Donc on va préparer une panne qui va, genre il y a un serveur qui tombe, comment l'équipe va détecter qu'elle a perdu un serveur, comment elle va diagnostiquer, ah tiens, effectivement il y a un serveur qui a été arrêté, et comment elle va mettre en place ce qu'il faut pour le relancer. Ça c'est évidemment un exemple de panne simple, mais il y a des pannes beaucoup plus complexes qui peuvent avoir des impacts beaucoup plus importants. Et ça, on l'a fait pour la première fois le vendredi 13 janvier 2017. Faire un Day of Chaos le vendredi 13 janvier. C'est de la provocation. C'était une bonne idée. Tant qu'à faire, utiliser les dates, ça fait partie encore une fois du marketing. Et c'est un exercice qui a été absolument fabuleux, culturellement parlant. Parce que, imaginez, c'est peut-être pas, même si tout le monde qui nous écoute n'est pas tech, mais si on avait dit on va faire un entraînement au suivi de production à la détection de panne, je pense que le nombre d'inscriptions était proche de 0. Maintenant, on a vendu à tout le monde. Oui, le truc important, c'est que les gens sont volontaires pour participer. C'est un jeu. Et donc, on a fait une campagne. Venez participer, soyez les prochains héros des Day of Chaos. 113 inscriptions sur le premier jeu. 180 dont les gens n'avaient jamais entendu parler avant. Voilà, 180 sur le deuxième, 100 sur le troisième, mais c'est parce qu'on était en période de grève, donc c'était un petit peu compliqué. On avait d'autres sujets. Mais voilà, ça a généré un engouement. Par le jeu, il y a aussi évidemment un concours entre équipes, avec des gains qui sont surtout symboliques. Donc tu recrutes des volontaires, tu constitues des équipes. Et par équipe, on va simuler une panne de 30 minutes. Ils doivent la détecter, diagnostiquer et résoudre.
Au bout d'une demi-heure, s'ils n'ont pas résolu, nous, on va leur expliquer. En fait, pour chacune des pannes, il y a une petite vidéo explicative. L'idée, c'est que c'est un jeu, mais c'est aussi un apprentissage. Depuis qu'on est tout petit, en fait, si on regarde bien, tous les modes d'apprentissage qu'on a eu dans notre vie, le jeu est un des outils les plus importants, qui nous ont le plus marqué, qui nous ont le plus emporté. Donc on réutilise exactement les thèmes de la vidéo, du marketing, des jaquettes qui viennent du jeu. On utilise des prix, des classements d'équipe. Je me rappelle que j'avais vu dans une présentation les affiches. C'est vraiment rejoignez-nous, et c'est des affiches comme pour jouer à un jeu, quoi. Avec tous les codes du vidéo game. Exactement. Et on a cherché des affiches, on se base sur des films qui ont un peu en relation. Le premier, c'était La stratégie Ender, qui était basé sur un livre d'Orson Scott Card, où le principe, c'est un jeune adolescent qui est recruté par l'armée et qui est entraîné à la guerre par de la simulation. Donc on trouvait cette simulation, etc. Donc on a trouvé l'idée intéressante. Et les affiches du film sont juste avec des images absolument fabuleuses, et ça nous a permis de lancer le premier jeu. Le deuxième, on est parti sur l'armée des 12 singes. Parce que dans le Chaos Engineering, on parlait tout à l'heure des Chaos Monkey, en fait, le singe est très présent dans le Chaos Engineering, et en plus il y a cette notion de virus, d'apprentissage, de comprendre ce qui s'est passé, donc qui nous a intéressés. Et pour ça, on avait fait une vidéo. Donc c'était amusé, une vidéo, aller filmer des trains, sortie du métro, l'arrivée dans les locaux. On avait fait des projections de singes un petit peu partout, un petit montage, avec une musique un peu stridente. Et à la fin, parce que c'était un exercice particulier, celui-là, on a fait participer le CODIR. On avait simulé une crise avec un faux journaliste, on était allé à fond. Et ça se terminait la vidéo par les membres du CODIR qui font « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Donc le marketing est vraiment important. Et le troisième, c'était sur Black Mirror, qui est une série Netflix qui est assez intéressante sur les codes justement de la technique, la technologie et de son impact. Donc ça nous intéressait de l'utiliser. En plus, Netflix est précurseur sur Chaos Engineering. Utiliser ce code-là était intéressant. Et là, on avait fait une semaine où tous les matins en arrivant, sur son écran, sur l'endroit où on peut se loguer, il y avait une image tirée du film avec des messages « Chaos is coming ». Donc on a fait tout un teasing, etc. Alors, ce que j'entends, et je crois que tu dis, c'est que, ok, il y a la partie technique, on simule des problèmes, le but c'est de résoudre des problèmes techniques, et ce que j'entends, c'est que là tu parles beaucoup d'humain. Exactement. De comment amener les gens à penser dans cet esprit-là, avoir cette tournure d'esprit. La partie humaine, la partie culturelle, est la plus importante. En fait, il y a une formule, de quel grand sage, je ne me rappelle plus. On peut faire toutes les stratégies qu'on veut, mais la culture bouffe la stratégie au petit-déj. Et donc là, c'est toute la thématique autour du Chaos Engineering, c'est comment transformer la culture. Et donc les Game Day sont un moyen de faire des prises de conscience. C'est plutôt dire aux équipes, il faut faire ça, il faut mettre en place de l'observabilité, plutôt que mettre en place des dashboards de suivi, mettre en place de l'alerting, faire des tests de résilience, sous forme d'injonction. On va leur prendre conscience que c'est important. Et typiquement, le premier exercice qu'il a apporté, nos équipes ont tous des dashboards. C'est dans notre culture, mais ils ont des dashboards d'équipe, où il va y avoir le suivi du développement de leur équipe, le suivi de l'ambiance de l'équipe, les team mood, plein d'indicateurs d'équipe et de développement, mais il n'y avait aucun indicateur business de production. Suite au premier exercice, c'est apparu partout. C'est ça que ça a généré. J'ai envie de dire, ça a émergé. Vous avez réussi à faire émerger le truc. Ça faisait 2 ans qu'ils avaient eu l'injonction, suivait aussi des indicateurs de production. Et ce type d'exercice a permis de faire apparaître ça. Et donc c'est vraiment intéressant par l'apprentissage, par le jeu, qu'on fait émerger et prendre conscience. Apprentissage par le jeu. Exactement. Alors là, si j'ai bien compris, dans ces Game Day-là, rien n'est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment des simulations. Exactement. Alors tu as parlé de la partie production. Est-ce qu'il y a un moment où on le fait pour de vrai? Exactement. Donc le deuxième typologie d'exercice qu'on fait du Chaos Engineering, c'est ce qu'on appelle des Chaos Monkey. Donc Chaos Monkey est inventé par Netflix en 2010-2011. Eux, c'est venu d'un principe assez simple, c'est qu'ils avaient une croissance phénoménale et ils sont sur le cloud Amazon pour le nommer. Et quand on est sur le cloud, il y a une fonctionnalité qui existe qui s'appelle Scale Up, Scale Down, c'est-à-dire qu'en fonction du trafic, du nombre de visiteurs, il y a des machines qui apparaissent et puis quand il y a moins de visiteurs, il y en a moins et puis etc. Sauf qu'ils se sont dit,
En théorie, c'est bien, parce que ça va permettre d'adapter en fonction du trafic, au niveau des coûts, etc. Par contre, comment on teste ça? Comment on s'assure que ça marche bien? Ça marchera quand on en aura besoin. Que ça ne va pas avoir d'impact, qu'il n'y a pas des gens, tout d'un coup, ils vont une image qui est frisée, le temps que les serveurs qui apparaissent, etc. Donc ils se sont dit, on va... Ça, si t'es à la fin de Black Mirror, tu vas pas aimer. Voilà. Et donc du coup, ils ont mis en place des Chaos Monkey, c'est-à-dire quelque chose qui va arrêter automatiquement des machines, aléatoirement, pour tester le système de, je recrée une machine. Donc là, dans le Game Day, il y a un grand organisateur qui simule des problèmes. Alors que là, dans le Chaos Monkey, on a un vrai petit programme, un mini-robot qui va vraiment foutre la merde dans la vraie vie. Exactement. Du coup, ils ont fait ça au début pour tester ce système d'ajustement du trafic. Alors, ils ont pris ça un Chaos Monkey parce que un monkey dans un data center, un singe dans un data center, il n'y a rien de pire que pour débrancher et foutre le bordel, pour être très clair. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Puis après, ils se sont dit, c'est intéressant comme concept, on a utilisé ça pour ça. Mais il y a une problématique qui existe depuis aussi longtemps qu'on fait de l'informatique, c'est qu'on avait des vieux dossiers d'expression de besoin. Il y avait une section dans les expressions de besoin qui s'appelait les exigences non fonctionnelles. Dans les exigences non fonctionnelles, on avait les taux de disponibilité voulus, le taux de performance, enfin plein de choses. Alors il faut savoir, parce que moi ça fait longtemps que je suis dans l'informatique, que ce chapitre est très rarement rédigé. Quand il était rédigé, il était rarement lu. Et même quand il était lu, rarement testé parce que, mince, il faut qu'on aille en prod, ça a attendu. Et maintenant, en fait, avec ce système où on met des Chaos Monkey, on arrête des systèmes en production, on n'est plus dans le mode je croise les doigts qu'il ne va pas y avoir de panne. Donc, c'est pas grave si j'ai pas testé la résilience. C'est quoi qu'il arrive, tu auras une panne parce qu'on le fait régulièrement, tous les 2 jours. Donc, tu as intérêt à construire des applications qui sont résilientes. Et c'est le mot super important que tu as déjà utilisé plusieurs fois, c'est la résilience. Je pourrais dire, moi qui connais pas grand-chose sur le sujet, c'est qu'un des points essentiels qu'il faut retenir du Chaos Engineering, c'est que c'est un outil pour augmenter la résilience de ton système, machine et humain. Exactement. Chez nous, on s'est créé quelques définitions pour se l'approprier, le mot résilience, et on l'appelle le même pas mal. Le même pas mal. C'est-à-dire que pas mal ça. C'est pas mal comme même pas mal. C'est Werner Vogels, le CTO d'Amazon, qui dit en fait, des pannes, maintenant que j'ai des dizaines de data centers dans le monde, des millions de serveurs, etc., toutes les millisecondes, j'ai des pannes. Il y a quelque chose, il y a un composant technique qui tombe en panne. Enfin, on ne peut pas l'éviter. Par contre, ce qu'on peut éviter, c'est l'impact. Et donc, c'est tout le sujet de la résilience. C'est arrêtons de courir à éviter les pannes, les faits durs en anglais, mais vraiment travaillons sur anticiper pour que nos systèmes auto-apprennent, se corrigent. C'est vraiment développer un système immunitaire. Exactement. Moi j'ai une question, c'est que là c'est plus pour rire, donc qui va dire aux gens de la production et comment leur dire, attendez, j'ai une super idée, je viens foutre la merde dans votre truc. Comment, en pratique, ça, comment t'arrives à faire passer cette idée aux gens-là? La première idée qu'on fait passer, c'est justement le même pas mal, le sujet de résilience. Expliquer pourquoi on fait ça, quoi. C'est commencer par expliquer, d'arrêter de courir après, on a eu un incident la semaine dernière, comment faire en sorte qu'il ne se reproduise plus jamais. En fait, c'est pas possible que l'incident se reproduise plus jamais. Déjà, probablement qu'on va avoir des symptômes similaires, mais des causes complètement différentes. Le système étant tellement complexe qu'on ne peut pas éviter les pannes. Donc il faut changer de paradigme et pas essayer d'éviter les pannes, mais plutôt de minimiser les impacts. Donc ça c'est le premier discours qui passe assez bien. Le deuxième discours, c'est en fait des pannes, on en a, et critiques, on en a régulièrement. Il y a une étude qui a été menée en Europe auprès de 400 entreprises qui s'appelle une société qui s'appelle le Circa, je crois. Je pourrais donner la référence pour plus tard, qui note qu'en moyenne, les entreprises européennes ont 3 incidents majeurs par mois et que chaque incident majeur entraîne une perte d'environ 115 000 €. Et donc c'est justement... c'est pas pour rire, là, pour le coup. Et du coup, ce qui est ressorti aussi, c'est que les responsables informatiques, qui étaient très sensibilisés sur les sujets de sécurité, depuis 2016, la disponibilité est passée au-dessus de la sécurité. Ah oui. Sécurité reste essentielle, mais la disponibilité, parce que ça coûte cher, mais aussi en réputation. Quand il y avait
un incident dans les années 80 et 90, quelques personnes étaient au courant, etc. Maintenant, dans la seconde, il y a des messages sur les réseaux sociaux partout. Nous, ça nous arrivait en 2008, où on est passé au journal de 20h, parce que c'est la SNCF. Donc heureusement, depuis, ça ne pouvait jamais arriver. Mais malgré tout, quand il y a des incidents, très rapidement sur Internet, il y a une panne, à tel point que Twitter et Facebook sont pour nous des sources de détection de panne. Parce que vous utilisez les utilisateurs extérieurs pour vous dire, ils ne le savent peut-être pas, mais pour vous dire, en tout cas pour les écouter. Pour les écouter. Ça c'est vraiment intéressant. C'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, les pannes ont un impact et financier et réputation qui sont phénoménaux. Et c'est comme ça, pour parler du deuxième argument, quand je suis arrivé, j'ai mis en place l'évaluation financière des incidents majeurs. Si je vous dis, on a eu un incident de 5 minutes, certains vont dire, ouais, c'est que 5 minutes. D'autres, côté business unit, vont dire, ouais, 5 minutes, mais c'est n'importe quoi, c'est la catastrophe, on a perdu. Si je vous dis, on a eu un incident qui nous a coûté 100 €, tout le monde est aligné. Tout le monde est à peu près aligné que c'est un incident important. Donc en fait, en chiffrant l'impact des incidents, ça permet d'avoir un langage commun. Un langage commun, et puis pouvoir dire, mais si on a des incidents et qu'on a un volume d'incidents par mois qui représente tel volume en euros, essayons de diminuer ce volume-là. Et donc on peut investir par des méthodes, dont le chaos engineering, pour réduire ce volume. Alors j'ai une autre question, comment on ajuste la folie du Chaos Monkey? C'est-à-dire comment est-ce qu'il est gentil, il fait des petites pannes, est-ce qu'il fait des moyennes pannes, ou est-ce que de temps en temps, comment on fait pour qu'effectivement il détruise pas le système, quoi? Comment on ajuste le truc? Alors le chaos engineering, ce sont des expérimentations. C'est-à-dire qu'on prend une démarche scientifique, on va poser une expérience, on va poser un périmètre. Alors on n'est pas joueur, on n'est pas là pour casser. Certaines personnes imaginent le chaos engineering comme étant on va casser la production. Non. Si je vais débrancher un câble, si je mets un Chaos Monkey qui simule la perte d'un câble et que je sais d'avance que ça va faire tout tomber, je ne le fais pas. Je fais une expérience pour apprendre quelque chose. Donc déjà, je vais faire sur un périmètre où je pense qu'il n'y aura pas d'impact, où je pense avoir le bon niveau de résilience. Et puis là, je vais faire mon expérimentation. Je vais constater des choses, je vais peut-être devoir améliorer, et puis après, une fois que j'aurai amélioré jusqu'à un certain niveau où je ne détecte plus de faiblesse, je vais automatiser l'expérience pour la faire régulièrement. Et je vais passer soit à un autre périmètre où je vais agrandir le périmètre. Donc nous on a fait ça, c'est-à-dire que 2017 en gros on a travaillé pas sur la production, mais on a travaillé sur nos systèmes hors production pour voir les impacts, pour sécuriser, mettre la sécurisation aussi en production. Et sur 2018, petit à petit, on a fait sur une application, deux applications. Aujourd'hui on a 14 applications critiques qui sont touchées. Et depuis le mois d'octobre, on a fait ce qu'on appelle un Chaos Kong. Un Chaos Kong. Alors attention, celui-là je le connais pas. Chaos Kong, imaginez un singe, c'est un petit chimpanzé. Oui. Chaos Kong, c'est King Kong. On fait la simulation de perte d'un data center. Donc nous aujourd'hui, nos applications, elles sont hébergées dans 2 data centers. On fait en sorte. Il y en a un qui est inondé ou il y a une tornade. Et on regarde ce qui se passe. Ça c'est fait ça. Ça on l'a fait 2 fois et on se prépare à faire une 3e fois. On veut le faire en récurrent, pas toujours le même système. Il y a un des data centers qui est off complètement. Exactement. Arrêté. Alors on ne l'arrête pas physiquement, mais en fait on coupe des flux réseau de manière radicale qui fait qu'il est plus joignable. Voilà, il y a quand même quelques personnes avant dans ces trucs qu'on dit un peu angoissées ou pas bien dormir ou... Oui, mais en même temps, ces personnes-là, ce sont ceux qui nous garantissent que ça fonctionne. Ouais. Donc c'est difficile. C'est difficile de dire, mais non, on ne peut pas le faire. Oui, vas-y, teste. Il y a l'ego, peut-être, vas-y, teste-moi. C'est pas qu'une histoire d'ego, c'est qu'une histoire de... Encore une fois, toute l'idée c'est de s'entraîner. Quelle résilience pour le coup. C'est vaut mieux tester au moment où on est en confiance, où on se dit, et puis on va apprendre des choses, que le jour où on a un vrai problème d'inondation et d'incendie, et où là, de toute façon, c'est une telle crise qu'il va falloir subir. Encore une fois, on est en mode, plutôt que réagir de manière désordonnée, on s'entraîne, parce que la complexité est telle, et on s'entraîne régulièrement, parce qu'on fait modifier régulièrement. Et donc ce premier exercice qu'on a fait au mois d'octobre était déjà super intéressant. Premier enseignement, 0 impact utilisateur. Donc là, bravo les équipes. Génial. N'ont rien vu, les utilisateurs n'ont rien vu. Le problème, c'est que nos équipes n'ont pas vu non plus comment on avait simulé la perte. C'est-à-dire qu'est-ce qui avait bloqué. Et donc ça veut dire qu'on était des bons en détection et 0 impact. Mais par contre, en diagnostic, si jamais ça se produisait en vrai, on ne saurait pas pourquoi. On saurait pas pourquoi.
Du coup, depuis, ils ont mis en place des nouveaux systèmes pour observer. C'est ça qui est Et fascinant. on l'a refait la fois suivante. Ils ont vu un peu plus, mais il y avait encore une zone. Et donc, c'est par la répétition, jusqu'à un moment où, normalement, on sera à peu près sûr de nous. Et moi, mon objectif, c'est pas le faire de nuit, parce que pour l'instant, on fait de nuit. C'est de le faire en pic de trafic. Et régulièrement. Et automatiquement. Les 2 premiers, on avait averti. Le 3e, on a prévu de ne pas avertir. Alors je vois vraiment, enfin il y a des mots qui me parlent énormément, c'est la répétition. La répétition. Et que ça devient, ça fait partie du truc, quoi. Exactement. C'est plus un truc exceptionnel, ça fait partie et il y a une sorte d'auto-organisation qui se crée à la fois du point de vue culturel chez les gens et du point de vue technique. Exactement. Avec à chaque fois une amélioration que tu as décrite. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait des petits chez nous. C'est que donc nous on a organisé, mais moi mon objectif c'est pas d'être le grand Manitou Chaos Engineering, c'est que la Chaos Engineering, comme tu viens de le dire, soit une pratique répandue dans toutes les équipes. Et donc par exemple on a une équipe qui est en train de construire un nouveau système pour l'international, 100% sur le cloud, et qui devait mettre en production. Ils se sont dit mince, c'est un peu chaud, c'est un projet d'envergure, comment on va s'assurer qu'une fois que ça sera en production, ça va bien se passer. Et ben, ils ont décidé de mettre en place le monde sauf chaos. C'est-à-dire tous les jours, ils ont simulé une panne, avant que ça soit... C'était en production, mais pas ouvert aux clients. Ils ont simulé une panne pour entraîner toute la chaîne, pour entraîner l'équipe. Incroyable. Et on n'était pas à l'initiative, c'est parce qu'ils avaient vécu ces événements qu'ils se sont dit, c'est génial, il faut qu'on le rende. Alors, vas-y. Et à l'extérieur, parce qu'on en a parlé, on organise des meet-up pour en parler, on a des contacts. Il y a une personne qui nous a dit, voilà, moi je suis lead tech dans une équipe, je me prépare à quitter ma société pour vivre de nouvelles aventures. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un incident, c'est moi. Et ben du coup, j'ai fait des game days pour entraîner mon équipe et pouvoir partir en étant serein qu'ils auront appris. Donc si je résume, d'abord, le chaos engineering, c'est pas le chaos au sens c'est le bordel. Hein, c'est trouver des moyens durables d'augmenter la résilience d'un système. Un système où il y a des hommes, des femmes, des machines. Un système qui est de plus en plus complexe, qui a atteint un niveau de complexité où tu as expliqué, on ne peut plus prévoir, quoi. Et on ne peut pas comprendre de manière simple et évidente. Donc du coup, tu dis, l'étape d'après, c'est on va tester en permanence le truc. Donc il y a les game days, là c'est le jeu, c'est aussi pour amener les gens sur le bateau, pour transformer la culture. Après, il y a les Chaos Monkey, donc les petits, et les Chaos Kong, les gros, où là on teste la vraie vie, c'est vrai système. On injecte vraiment du chaos pour détecter les faiblesses, observer ce qui se passe, améliorer et puis réexpérimenter. En permanence. Alors moi j'ai une question. Moi ce qui me fascine, oui la récurrence, le côté récursif, c'est-à-dire qu'on répète. Parce que comme ça bouge tout le temps, ça se complexifie tout le temps. Si on s'arrête, en fait on pensait que c'était bon et puis on a généré un nouvel élément de complexité qui a détruit tout le reste. Ça nous est arrivé en 2016. Ah oui. En 2016, avant qu'on soit dans cette démarche, on faisait des tests, on ne faisait pas de l'expérimentation, c'est-à-dire on avait mis en place la bascule de data center pour l'application web et mobile, et on avait testé ce qu'on avait mis en place. C'est-à-dire qu'on avait dit pour que le web et le mobile il fonctionnent, il faut tel lien, tel lien, on coupe tous ces liens et on voit que ça bascule. Et on a fait le test, tout s'est bien passé. Un mois plus tard, on a eu un vrai incident. Dans un data center, vous avez un petit bouton rouge pour si jamais il y a quelqu'un qui a en risque d'être électrocuté, pour tout arrêter. C'est le seul endroit en fait, dans un data center où on peut avoir une vraie coupure électrique totale. Sinon tout est redondé, mais la vie humaine reste quand même importante, et donc on peut tout arrêter. Et sauf que ce composant a été défaillant, et ça s'est arrêté, personne n'a appuyé, mais il a été défaillant. Incroyable. On a perdu une salle. Et donc là on a eu la vraie vie, une perte d'une salle, et donc bascule du site web, zéro impact, site mobile. À chaque fois qu'on lançait l'application, crash de l'application. En fait, il restait un fil. En plus, pour une information qui n'était pas très très importante, mais ce fil-là suffisait à faire crasher. Et pourquoi? Parce qu'on avait testé ce qu'on pensait qui allait se passer. Quand on fait du chaos engineering, on ne teste pas ce qu'on a pensé, on coupe tout. Et on regarde. Donc c'est vraiment un changement fascinant. Aussi par un paradigme. Alors moi j'ai une question qui est peut-être la plus dure, parce que conceptuellement elle est difficile. Moi ce qui me fascine, tu as parlé des méthodes agiles, là on parle du chaos engineering.
moi ce qui me fascine dans mon métier de moine futuriste, c'est qu'en fait, c'est les trucs les plus à la pointe. Moi, ce qui m'intéressait dans les méthodes agiles, c'est des gens, des fois, me disent oui, ça touche les développeurs, etc. Oui, ça vient du monde de l'informatique. Parce que si tu veux développer un truc super complexe dans un monde super instable, sauf que ce que je disais aux gens, et ce que je continue à leur dire, regardez, même si vous êtes plombier chauffagiste, qu'est-ce que vous pouvez apprendre des méthodes agiles? Donc ma question, c'est qu'est-ce que tu dirais, toi qui es à la pointe de la complexité, parce que tu es dans un sujet, dans un métier super complexe, qui change tout le temps, qui se complexifie en permanence, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi complexe, qui n'a pas des problèmes de serveurs partout dans le monde, il dit voilà, moi, qu'est-ce que j'ai appris, moi qui suis à la pointe quoi, du progrès sur ces sujets-là, qu'est-ce que toi tu pourrais mettre dans ton entreprise et qu'est-ce que tu pourrais retenir comme idée? Est-ce que tu as des trucs comme ça? Voilà, le gars il est plombier chauffagiste, moi je suis plombier chauffagiste, qu'est-ce que tu me dirais? Qu'est-ce que je pourrais, ou un autre métier, peu importe, mais dans ma vie, si je veux gagner en résilience, comment je pourrais transposer tout ce que tu m'as dit? Alors, sur l'agilité, effectivement, j'ai quelques retours. On a commencé à voir émerger dans les conférences autour de l'agilité, de leur hors IT. Typiquement, on a quelqu'un qui est venu parler d'agilité dans l'architecture et dans la construction de bâtiments. Parce que pourquoi? La construction de bâtiments, c'est aliment de plein de métiers. Donc plombier chauffagiste, électricien, plaquiste, enfin tout le monde. Et où on avait un mode de fonctionnement historique, les métaplans, qui sont sur des murs, on essaye d'aligner tout le monde sur 6 ans pour construire un bâtiment. Et dans le bâtiment comme dans l'informatique, les estimations précises, c'est un pléonasme qui n'a pas de sens, et qui fait qu'on a des délais de 6 mois, 1 an de retard. Et donc on commence à voir apparaître dans ces métiers l'utilisation de pratiques agiles, c'est-à-dire faire des petits sprints où on se réunit, on fait des ateliers plutôt que quelqu'un qui imagine tous les impacts, eh bien on prévoit les 2 prochaines semaines qui intervient quand, et c'est pas l'architecte qui décide pour tout le monde, mais c'est tout le monde qui échange et met ses pratiques. Donc ça commence à apparaître, et ça c'est super intéressant parce que, effectivement, ouais, dans ces métiers, ça va être un peu révolutionnaire en plus, culturellement. Culturellement, mais ça commence à apparaître. Alors est-ce qu'on peut faire pareil avec le chaos engineering? Est-ce qu'il y a 2 idées? Tu n'es pas obligé. Mais est-ce qu'il y a 2 idées qui diront ouais, je pense que même si c'est. Si on prend la base, ça vient des pompiers. C'est par rapport à ça. Donc ça vient déjà. Et je pense que la résilience est un système qu'on retrouve partout. On pense je pense aux hôpitaux, notamment, qui doivent être des systèmes qui soient à la fois autonomes en cas de coupure électrique, et qui sont des mini-villes quelque part. Un hôpital, ça doit être un mini-ville qui doit avoir un niveau de résilience assez important. S'il y a une épidémie, de pouvoir complètement s'isoler, s'il y a des problèmes d'incendie, etc. C'est le premier cœur où tout le monde va venir arriver. Donc mettre en place des systèmes d'entraînement, et il y en a, mais je pense que ça peut aller encore plus loin en tout cas, le principe de Game Day, je pense que du chaos engineering, le Game Day peut s'appliquer vraiment à beaucoup d'endroits. Ça existait déjà, je pense qu'on a tous vécu dans tous les bâtiments le fameux exercice incendie. Oui. Finalement, c'est un mini Game Day qu'on fait plus ou moins bien parce qu'il n'est pas, justement pas très gamifié, il est plutôt subi. Mais s'utiliser des pratiques du jeu pour entraîner un système, ça on peut le faire partout et à peu près dans n'importe quel métier. Le principe du chaos monkey, c'est-à-dire semer du chaos, j'ai pas spécialement... Ouais, je vais réfléchir parce que je trouve que c'est un truc super intéressant. Il y a peut-être un truc intermédiaire. Un jour, j'avais discuté avec un spécialiste des crises et de la gestion des crises. Enfin, je l'ai interviewé un jour. Et il disait, par exemple, alors là, c'est pas toi qui provoque les crises, mais parce que je lui posais la question, s'il y a une grande crise, une attaque terroriste, je sais pas quoi, à Paris, comment je sais si je décide, si je pars ou je pars pas, est-ce que c'est grave ou pas grave? Et lui, ce qu'il disait, c'est prends n'importe quelle opportunité pour mettre en place ton plan d'évacuation ou de sauvegarde ou n'importe quoi. Parce qu'il dit, c'est une occasion d'entraînement. Donc là, c'est pas le chaos monkey au sens que tu l'as pas prévu, mais il disait, à la limite, tu peux aller plus loin. Par exemple, si tu as des enfants, d'en faire un jeu pour retrouver le truc des game day, de dire voilà, il y a un pépin, bah écoute, tu restes à l'école, tiens, on va l'exercer, tu cherches pas à venir à la maison, si tu peux pas venir à la maison, tu vas chez papy et mamie, voilà. Et le truc, c'est d'en faire un jeu et d'utiliser chaque possibilité d'entraînement. Ouais, je sais pas si ça rejoint, mais je fais la connexion là. Je te fais d'accord, un game day c'est vraiment ça, et les plus gros utilisateurs c'est l'armée, hein. Les grandes simulations, les manœuvres, les grandes manœuvres, ce sont
ne sont que ça, quoi. C'est simuler des situations de crise et comment... Faites des manœuvres, voilà, dans votre vie, dans votre entreprise. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans l'armée, il y a énormément de pratiques, on va dire agiles, qui sont en place. Il y a un livre d'un général, alors j'ai pas retenu le nom, mais je vais retrouver pareil, qui s'appelle Team of Teams. Oui, absolument. Qui explique ce principe de décentralisation, parce que... qui a révolutionné la manière... C'est-à-dire que c'est intéressant parce que ça s'applique... donc bref, tu vas le décrire mieux que moi, mais ça s'applique, juste de l'extérieur pour le contexte, à l'armée. Le truc, a priori, le plus hiérarchique. Donc dis-moi en 2 mots de qu'est-ce qu'il raconte dans Teams of Teams. Ce qui est intéressant dans Teams of Teams, c'est qu'il n'y a pas toujours le principe de décentralisation. C'est quand on est sur le terrain, c'est le meilleur endroit, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Oui. Le meilleur endroit pour prendre des décisions, malgré tout, c'est l'opérationnel sur le terrain. C'est pas le général à Washington qui a pouvoir, et surtout qu'il peut y avoir des coupures de communication, il peut y avoir mille et une raisons. Donc il y a un cadre global qui est défini, et après la décision, elle est prise sur le terrain. Et donc c'est comment créer ce maillage pour que les équipes soient suffisamment autonomes pour prendre tout le niveau de décision, et puis si nécessaire, parce que ça sort du cadre et du local, passer à l'échelon supérieur, mais créer l'empowerment, en fait, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les pratiques agiles, dans les pratiques DevOps, partout. C'est comment je mettrai le lien avec Teams of Teams, il est dans mon Kindle, je mettrai toutes les références. Alors, bon, on va bientôt terminer, mais quand même, ce serait presque la guise de conclusion, c'est plus un appel à la suite. Quand on s'est retrouvés aujourd'hui, tu m'as parlé de tes idées, de ce que tu réfléchissais en termes d'entreprise fractale. Alors ça, c'est un de mes trucs, je crois que c'est un de mes chapitres dans mon précédent livre, j'espère dans le prochain. Je mettrai les références aussi d'un livre que tu m'as montré qui s'appelle L'organisation fractale, qui est, voilà, en guise de conclusion et d'appel vers la suite, notre prochaine conversation peut-être. Qu'est-ce que tu raconterais? C'est quoi tes visions pour aller un petit peu encore plus loin? C'est quoi l'entreprise fractale pour toi? Organisation fractale, on n'est pas encore à l'entreprise fractale. L'idée, c'est notre environnement effectivement est complexe, évolue en permanence, et quand on parle des pratiques informatiques, de DevOps, etc., il y a des termes qu'on utilise qui s'appelaient le continuous integration, l'intégration continue, c'est-à-dire assembler en continu pour pouvoir tester. Après, on a parlé de continuous delivery, livrer en continu, c'est plutôt que de livrer une fois par mois, on livre dès que c'est prêt. Puis on a parlé de continuous testing, tester en continu. Ben là, ce qui est en train de se préparer, ce qu'on est en train de ressentir, c'est de continuous change. C'est arrêter de parler de transformation agile, transformation DevOps, de réorganisation. Les équipes n'en peuvent plus parce qu'il y a une réorganisation tous les 6 mois, 1 an, parce qu'on a un environnement qui bouge. Donc l'idée, c'est de faire du changement continu, de dire que c'est plus une contrainte, c'est une hypothèse de départ. Il faut s'adapter. Ça, c'est le besoin de base. Et pour ça, on a réfléchi sur comment faire en sorte de rendre simple la lecture de l'organisation quand elle doit bouger tout le temps. Quels doivent être les invariants? On peut bouger, mais il faut quand même, pour que l'équipe se retrouve, pour que quand quelqu'un on l'intègre, comprenne quels sont les invariants. Alors, un des invariants, par exemple, c'est opérationnellement, je suis sur un projet, mais par contre, je suis rattaché à un manager, quel que soit le projet dans lequel j'interviens. Donc ça me fait un invariant. Je peux bouger en continu, de changer d'équipe, changer de métier en face avec qui je travaille, mais j'ai un invariant qui est mon manager, qui va m'accompagner dans ma gestion de carrière. Et que dans ma gestion de carrière, du coup, je ne me gère plus opérationnellement. Le deuxième invariant, c'est se dire, c'est le principe d'autosimilarité dont tu parles dans ton livre, c'est qu'à tous les niveaux de l'entreprise, il y a à peu près le même modèle qui est appliqué. Donc dans l'agilité, il y a 3 principes importants. C'est le principe produit, on construit des produits, donc il doit être incarné par ce qu'on appelle un product owner, à plus grosse échelle un product manager, mais il doit être incarné quelqu'un qui va porter le principe produit. Le principe systémique, la facilitation de l'équipe, le fait qu'elle règle ses problèmes, ses conflits. On a des petits process, quoi. Et le principe, les règles du jeu, voilà, au sens comment on joue ensemble. Exactement. Et les principes technologiques, c'est l'alignement technologique, on ne part pas dans tous les sens. Donc ça, on l'incarnait jusqu'à maintenant dans ce qu'on appelle une feature team. Une feature team, c'est l'ensemble des compétences pour construire, livrer et opérer une feature. Et bien, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire une organisation en modèle cellulaire, où donc, quand on a un domaine qui concerne plusieurs features, on va faire des tribus qui vont avoir plusieurs cellules de type feature team. Des tribus, j'adore le terme. Et les tribus, ça vient du modèle de Spotify, qui a cette culture-là. Mais on va incarner au sein de la tribu un rôle systémique, un rôle produit et un rôle tech.
Et l'ensemble de ces tribus. Et je pense que c'est pas un hasard que tu parles de rôle et pas de fonction. Parce que, effectivement, c'est un rôle. Plusieurs rôles peuvent être incarnés par une même personne en fonction de la taille de la cellule et de l'ensemble des tribus. Et ensuite, on a une notion de factory. Factory, c'est pour s'adresser à un métier. Oui, SNCF, pour nous, c'est un métier. On va adresser tous les sujets du SNCF. L'international, c'est un autre métier. Et donc, on a une autre factory qui est un ensemble de tribus, qui est un ensemble de feature teams. Et au niveau de la factory, on incarne le principe systémique, produit et tech. Et après, on a l'ensemble des factories, nos digital factories, qui est notre entreprise, où on va incarner un rôle systémique, produit et tech. Donc en fait, ce principe-là va à la fois rendre la lecture à tous les niveaux simples. Il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est quand une cellule devient trop grosse, elle se subdivise, mais les principes sont les mêmes. Donc c'est simple à comprendre. La autosimilarité, quand même, on va le redire, parce que c'est une image qui se reproduit à peu près à l'identique à elle-même, quelle que soit l'échelle. Pas forcément exactement pareil, mais c'est à peu près c'est pour ça que je parle de principe. C'est pour ça que le principe, c'est que dans une cellule, le principe systémique sera présent. Et tu utilises le terme de cellule, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on passe du mécanique au vivant. Exactement. On parle dans la thématique que j'apporte, on parle de biomimétisme, imiter le vivant. Ce qui est intéressant en termes de cellules, il y en a plusieurs. Il y a le terme d'ADN. C'est qu'on a un ADN assez fort, qui est notre excellence opérationnelle, notre bout en bout, la façon dont on veut construire des produits. Donc on incarne, du coup, chaque cellule va incarner cet ADN, donc on reste encore dans le modèle vivant. Et la notion de membrane que tu explicites, qui est assez intéressante, une membrane, elle définit la cellule, mais c'est aussi une zone d'échange avec les autres cellules, c'est pas une frontière, parce que le risque quand on commence à mettre en place ce type d'organisation, c'est la création de silos où plus personne ne se parle, et la notion de membrane est assez intéressante. Et une frontière, je rappelle, c'est t'es dedans ou t'es dehors. Exactement. Une membrane, ça laisse passer des choses et ça laisse pas tout passer. Exactement. Une cellule vivante, si sa membrane laisse rien passer, elle meurt. Si elle laisse tout passer, elle meurt aussi. Il n'y a plus de cellules. Exactement. Et là, on voit vraiment comment, comme tu dis dans le biomimétisme, on peut s'inspirer de ça. C'est comme les métaphores, c'est pas forcément exact. Exactement. Et en même temps, ça nous donne des idées. Et ça se raconte, en fait. Ça se raconte assez facilement aux équipes parce que ça leur parle. On parle de cellules, de membranes, d'ADN. Déjà, l'ADN, c'est un terme qu'on utilise depuis longtemps, mais en fait, tout ça devient cohérent. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire. L'intérêt pour nous, c'est que on va avoir 3 projets qui démarrent. On sait exactement comment les démarrer parce qu'on a notre modèle cellulaire qui nous dit comment on monte une équipe ou comment on monte 3 équipes, comment il y a ce sujet-là, il y a de moins en moins d'évolution. Comment on réduit, c'est pas grave, on peut fusionner pour devenir une seule cellule là où il y en avait 2. Ça rend le système ce qu'on appelle scalable, c'est-à-dire qu'il peut grandir et s'adapter. Comme sur le cloud, on veut s'adapter au niveau du trafic, là c'est pareil, on va pouvoir s'adapter en fonction de l'arrivée, de l'arrêt de sujet. Donc, génial. C'est ce qu'on est en train d'essayer de voir et on pense que ça va nous aider à amortir le changement continu en ayant quelques points d'ancrage sur les principes. Voire même plus qu'amortir, en faire partie. En faire partie. Surfer, moi je prends toujours l'image du surfeur. Génial. Écoute, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Et en même temps, on voit bien qu'on est tellement raccord sur plein de choses qu'on pourrait passer et on passera d'autres moments. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, encore une fois, c'est comment à la fois tu es sur des sujets qui sont à la pointe, on va dire, de la connaissance, parce qu'à la pointe technologique, et qu'en même temps, tous ces trucs-là, ça s'applique à tout le monde, quoi. Ça s'applique à tout le monde. Et avant, entre ceux qui étaient à la pointe et ceux qui le sont moins, il se passait 10 ans. Donc tu avais le temps d'observer. Sauf que maintenant, il se passe quelques mois, quoi. Donc c'est vraiment important d'écouter les gens qui sont à la pointe. Merci, c'était super. Merci, à bientôt.